On est impatient de répondre avec vous à la question le TRI a-t-il encore du sens? Question complexe, même si la table ronde précédente a abordé beaucoup de sujets, je suis sûr qu'il nous en reste encore un certain nombre à creuser ensemble. Donc merci beaucoup aux intervenants d'avoir accepté de participer à cet échange cet après-midi. Alors peut-être avant de vous présenter quelques mots d'introduction sur notre thème, nouvelle ère de la finance, le TRI a-t-il encore du sens? Je vais commencer par rappeler les mots de Patrick Artus dans Le Monde en 2020, où il expliquait que rien de majeur ne changera si le rendement exigé du capital reste aussi élevé. Et il visait bien sûr les changements en termes de transition et d'accompagnement sur les enjeux environnementaux et sociétaux. Alors Patrick Artus tenait ses propos il y a déjà quelques années, 2020 ça paraît il y a un siècle, à un moment où les taux d'intérêt étaient lourdement négatifs, où les primes de risque actions notamment étaient encore en train de monter dans un contexte d'inquiétude Covid, donc une autre ère, mais quand même. Même s'il ne visait pas particulièrement le TRI et qui parlait du rendement en général du capital, le TRI, c'est un indicateur qui donne une valeur au temps, potentiellement peut-être au détriment de la capacité à financer des projets de transition de plus long terme. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas des experts financiers, le TRI, c'est le taux d'actualisation en bonne technique financière qui égalise les flux entrants et les flux sortants dans un investissement. Donc plus le retour sur investissement est rapide et élevé, plus le TRI est une métrique qui est élevée, donc il y a un effet d'entraînement. Et donc on peut se demander, dans un monde où les urgences climatiques, sociales accélèrent, si les composantes de la performance évoluent, est-ce que le contexte se transformant, les attentes comme les métriques utilisées par les gestionnaires, les investisseurs institutionnels, est-ce qu'elles ne devraient pas se réinventer? On va voir ce qu'en pensent les gestionnaires comme les investisseurs institutionnels. Est-ce qu'il y a toujours un arbitrage entre rendement et impact extra-financier? Et dans le même temps, on voit des modèles économiques traditionnels ou alors plus innovants dans lesquels on commence à arriver à valoriser économiquement des trajectoires de décarbonation ou d'autres externalités qui ne sont pas toujours bien reflétées par les métriques habituelles. Donc on va plancher sur ce sujet pendant une heure avec, donc par ordre alphabétique, Mohamed Abdeslam qui est Managing Partner chez Ternel, Salwa Bousoukaya Nasser qui est membre du directoire du FRR, Claire Chabrier qui est Managing Partner chez Amundi, Vincent Fauvet qui est président d'Investir et Plus et Adine Lemaire qui est directrice exécutive et responsable des fonds de fonds chez BPI. Merci à tous d'avoir accepté cet échange. Alors peut-être pour plonger directement dans le sujet, comment est-ce que cette citation iconique de Patrick Artus vous fait réagir? Est-ce que le TRI est encore pertinent comme indicateur de performance dans un monde où les enjeux aussi bien environnementaux que sociaux sont de plus en plus prioritaires? Quelles sont les limites de cet indicateur? On va peut-être commencer avec Claire. Claire, comment est-ce que tu réagis aux propos de Patrick Artus? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ses propos, en fait, il nous dit rien ne changera si les rendements ne baissent pas. Alors, on était en 2020. Depuis, je crois que beaucoup de choses ont changé. Je ne vais pas dire tout a changé, mais il s'est passé beaucoup de choses. Donc, évidemment, on a tous conscience des investissements majeurs qui sont devant nous. On parle de 70 milliards d'euros par an en France uniquement pour accompagner cette décarbonation. Donc, il va falloir la financer, ça va être majeur. Mais on a déjà aujourd'hui différents types de produits pour financer différents types d'investissements. J'en citerai 3 types d'investissements. On va devoir financer, et on finance l'infrastructure, évidemment, les énergies renouvelables. Aujourd'hui, pour ce type d'investissement, il y a des produits qui sont des produits beaucoup plus longs en temps, avec des attentes de rendement des investisseurs qui sont inférieures à ceux d'autres typologies d'investissement. Donc ça existe déjà. On a aussi évidemment le financement de l'économie traditionnelle et comment on va aider cette économie traditionnelle à transitionner. Donc là, on se retrouve sur des attentes de rendement qui sont effectivement toujours les mêmes et qui n'ont pas tellement bougé, mais avec quand même des solutions qui s'offrent pour ces entreprises pour financer la décarbonation. Je pense par exemple aux investissements dans l'industrie,
avec des attentes de rendement plus faibles. Donc ça va être des types de financement quasi-fonds propres ou des subventions. Donc on est aujourd'hui en train de trouver des solutions à ça. Et puis il ne faut pas oublier qu'un investisseur financier, il va faire un parcours de 5 ans avec une entreprise et il sera éventuellement succédé par un autre investisseur financier. Donc ce n'est pas un seul investisseur financier qui va faire la transition d'une entreprise qui va durer 20 ans, d'une entreprise traditionnelle. Donc on va chacun participer et financer une partie de cette transition. Alors ensuite, il y a un autre sujet, le troisième type de financement, c'est l'innovation. Je crois qu'on va longuement en parler. L'innovation est absolument nécessaire parce qu'on sait tous que sans innovation, on n'y arrivera pas. Il n'y aura pas de décarbonation sans innovation. Et là, on est encore sur des thématiques assez complexes puisque les attentes n'ont pas tellement bougé et on sait que l'innovation, c'est du temps long. Donc sur la thématique du financement de l'innovation, il y a probablement des innovations aussi à faire sur le financement, que ce soit par des combinaisons d'outils différents, et peut-être, on le fait déjà, regarder les sujets de multiples. Ça, c'est intéressant par rapport au TRI. Et je voudrais juste finir mon propos, après avoir expliqué cette diversité, donc modérer un peu le propos de Patrick Artus, finalement, avec l'existence aujourd'hui de ces différents outils, pour dire aussi que ce changement, pour moi, enfin ce changement majeur qui a été opéré après 2020, c'est le Green Deal européen. C'est juillet 2021. Et depuis, je ne connais pas une entreprise, en tout cas moi nous n'accompagnons pas d'entreprise chez Amundi, dont les dirigeants n'ont pas pris ce sujet à bras-le-corps, que ce soit sur les sujets environnementaux ou sociétaux. Aujourd'hui, un dirigeant, s'il n'intègre pas ces sujets-là dans son business plan, eh bien, il ne crée pas de croissance, il perd des contrats et il n'attire plus aussi de salariés. Donc ces sujets sont devenus majeurs et je crois qu'il ne faut pas les opposer entre la performance extra-financière et la performance financière, puisqu'aujourd'hui, sans prendre en compte ces sujets extra-financiers, on n'aura pas de performance financière. Donc le TRI, ce fameux TRI, ne répondra pas aux attentes de nos investisseurs. Donc ces performances financières et extra-financières sont pour moi en train de se rapprocher. Je vais me tourner vers Vincent et Mohamed. Alors le TRI, cette fameuse métrique, comment vous voyez le débat autour de ça? Est-ce que c'est un mauvais indicateur finalement? Je ne sais pas qui veut commencer, Vincent ou Mohamed? Je vais peut-être prolonger, bonjour à tous et à toutes, je vais peut-être prolonger le propos de Claire effectivement sur le sujet de l'innovation. Alors l'innovation technologique, mais également l'innovation de business model, de modèle économique, l'innovation sociétale, nécessite du temps long et nécessite effectivement des investissements qui peuvent être conséquents et pour lesquels les retours sur investissement vont être sur plusieurs années et peuvent différer effectivement du cycle de l'investisseur institutionnel classique. Et je pense qu'aujourd'hui, les investisseurs institutionnels, comme les investisseurs épargnants, les investisseurs privés, comprennent effectivement que sur le sujet de l'innovation, sur le sujet de l'impact, le TRI est un indicateur qui est incomplet pour ce premier aspect. Deuxième élément sur le TRI, pour reprendre ta question, Alexis, nous, on n'en fait jamais un indicateur de pilotage des entreprises, surtout pas. Ça reste, il faut laisser le TRI à sa place, un indicateur financier qui permet de comparer différentes options d'investissement, et donc il y a un bon indicateur pour un investisseur sur le plan financier, mais ça ne peut pas être un indicateur de pilotage d'une activité pour plusieurs raisons. On en a parlé tout à l'heure, je crois, lors de la conférence précédente, plusieurs parties prenantes d'une entreprise, il n'y a pas que l'actionnaire, et ça c'est un point important à rappeler. Donc le TRI ne capte qu'une partie de la performance de la société, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, encore une fois, lorsqu'on est dirigeant d'une entreprise et lorsqu'on est investisseur, board member aux côtés de ces dirigeants-là, on doit prendre en compte la nécessité de temps en temps d'être patient sur certains investissements, notamment quand ils sont innovants, que ce soit sur le plan technologique comme sur le plan des business models. Et on a besoin de repenser aussi les modèles économiques dans le monde de l'impact. Vincent, de votre côté? Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je pense que l'enjeu, ce n'est pas de réduire le TRI. Moi, je pense que l'enjeu, c'est de tuer le TRI et de passer à autre chose. Pourquoi tuer le TRI? Parce que d'abord, le TRI, c'est complètement fake, c'est assez trompeur. Le TRI, c'est hors sujet, et le TRI, comme tu viens de le dire, ça montre une vision très partielle de la création de valeur. Pourquoi c'est fake, le TRI? Parce que le TRI, ça sert, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des fonds, essentiellement, en fait, c'est une information qui est donnée à l'investisseur, mais ça permet surtout de calculer le carry, c'est-à-dire la plus-value qui est donnée aux investisseurs, à l'équipe de gestion. Or, le TRI, comme tu l'as dit, Alexis, c'est un rapport entre le rendement et le temps. Et en fait,
les investisseurs vont s'engager à investir dans un fonds, mais on va appeler leur argent le plus tard possible. Parfois même, les fonds s'endettent pour faire l'investissement, pour vraiment appeler l'argent le plus tard possible. Alors que l'investisseur, lui, il doit, comme on va appeler ses fonds, il a dû bloquer cet argent quelque part. Mais en fait, on ne va pas calculer le TRI sur le temps où il a dû bloquer cet argent, mais sur le temps où il a été appelé, qui est beaucoup plus réduit. Et donc, ça gonfle artificiellement le TRI. Donc, quelque part, le TRI, déjà, moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un peu fake. Et en effet, ça a été évoqué. Nous, on est beaucoup plus pour une approche très basique qui est le cash-to-cash. Parce qu'en plus, derrière, il y a des fees, etc. Donc, vous avez investi 100, on vous rend 150. Ça c'est clair. La deuxième chose, qui est peut-être plus intéressante, c'est, pour moi, le TRI, c'est hors sujet. Parce que le TRI, tu l'as dit, c'est un rapport, une corrélation qui est faite entre le rendement et le temps. Or, aujourd'hui, la temporalité, est-ce que c'est le rendement qui est le plus lié à la nécessité du temps? Non, le temps, il est important, pourquoi pas pour l'argent. Le temps, il est important parce qu'on sait qu'il y a une urgence climatique. Le temps, il est important parce qu'on sait qu'il y a une urgence sociale. Le temps, il est aussi important parce qu'on sait que développer une boîte, comme tu l'as dit, il faut être patient, surtout quand on est de l'innovation. On parlait d'entreprises industrielles à impact tout à l'heure, ça prend du temps. Donc le temps, il ne faut pas le lier avec l'argent. Ce n'est pas ça l'enjeu. Et la troisième chose, c'est que le TRI, comme ça a été évoqué, c'est une vision très partielle aujourd'hui. C'est quoi la création de valeur d'une entreprise impact? C'est son utilité au monde. Et son utilité, juste la traduire par son rendement, par exemple, de dire, tiens, on va faire un projet pour essayer. Nous, on a investi dans l'IFES, qui est un projet de faire le plus grand maillage, le plus dense de défibrillateurs cardiaques. Et bien finalement, est-ce que le TRI, ce sera le bon révélateur de la création de valeur de l'IFES? Non, nous, la fierté qu'on a avec l'IFES, c'est le nombre de vies sauvées. Et là, en un an, on a eu 50, 60 vies sauvées. Et peut-être le TRI, il est de 8%, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Est-ce que ça traduit la singularité de l'IFES? Pas du tout. Bon, il fait encore chaud, mais le TRI est rhabillé pour l'hiver. Je vais me tourner vers Salwa. Alors, au sein du FRR, comment est-ce que vous voyez ce débat? Enfin, comment vous appréhendez les notions de performance? Alors, je suis un petit peu en accord avec ce que tu as dit au départ, mais je suis moins sévère sur la notion de TRI comme un indicateur complètement fake. En fait, c'est un indicateur de performance parmi d'autres. Et en fait, le vrai sujet, c'est de prendre comme unique indicateur de performance comme on prendrait sur un... Alors, évidemment, là, on parle du non-coté, mais sur le côté, par exemple, on ne regarderait pas un investissement, investir dans un fonds uniquement sur sa performance, sur une donnée de performance, par exemple, la performance annualisée sur les 5 dernières années. Ce n'est pas le seul indicateur qui permet de savoir si le véhicule a créé de la valeur ou pas. Donc le TRI, en fait, il est là parce que dans le non-coté, on n'a pas de valorisation quotidienne. On a des valorisations qui sont à fréquence, alors en général c'est trimestriel, mais quand elles sont vraiment auditées, c'est semestriel, voire annuel. Et donc on ne peut pas avoir un indicateur de performance aussi fin que sur l'autre côté. Donc on est obligé de passer par ce TRI qui effectivement donne une idée du rendement des capitaux qui ont été investis sur la période. Donc ça, c'est factuel. Maintenant, ce qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça représente réellement la création de valeur de l'investissement et pour l'investisseur. Ce qui, en fait, appelle à une notion de à quoi on va comparer ce TRI. Et effectivement, 8%, c'est peut-être très bien ou c'est peut-être extrêmement décevant. Ça va dépendre du cycle de marché, ça va dépendre du risque qui a été pris, ça va dépendre du type de projet également. Et si on parle juste de 8%, ben, on ne sait pas. Voilà, 8% dans un projet d'infrastructure, ça peut être très bien. 8% dans du VC, par rapport au risque-prix, ce n'est pas ce qu'on peut attendre. Et même si on a fait de l'impact, on a peut-être pris trop de risques. Donc c'est vraiment à rapporter à quelque chose. Et donc là, nous, on travaille beaucoup sur cette question de à quoi on le compare et comment on fait pour comparer. Donc on va déjà, et je sais que dans le milieu du private equity, on n'aime pas du tout ce type d'approche, comparer ces TRI et ces performances à des performances de marché coté,
Parce que nous, en tant qu'investisseurs, fonds de réserve pour les retraites, nous n'avons plus d'abonnement. On a un fonds fermé et on n'a que des paiements annuels à réaliser. Et donc, quand on investit dans des projets, eh bien, on désinvestit d'autres projets pour pouvoir investir. Donc, c'est important de pouvoir comparer. Et donc, en particulier, on sort des classes d'actifs cotées. Et donc, il est important de regarder d'autres indicateurs, notamment des indicateurs qu'on appelle des public market equivalents, donc des équivalents de performance sur des marchés publics pour identifier quelle a été la création de valeur des supports dans lesquels nous investissons ou dans lesquels nous pensons investir. Donc en fait, c'est simplement un indicateur qui permet de savoir si les sommes qui ont été appelées et ensuite distribuées par un fonds l'avaient été dans un marché public, donc par exemple des petites capitalisations françaises ou des moyennes capitalisations européennes, quelle performance ou quel rendement on aurait obtenu ou quel cash on aurait en fin de période. Et donc ça permet effectivement d'identifier s'il y a une création de valeur, financière. Voilà. Donc le TRI, il donne une notion de valeur financière. Alors évidemment, nous, on n'a pas, quand on regarde on recherche des investissements, on ne regarde pas uniquement cette création de valeur financière, on s'attache à la manière dont elle a été créée, le risque qui a été pris pour la créer. Donc, tu disais effectivement qu'il y a parfois de l'equity bridge, en fait, ou des lignes de crédit qui sont prises par les fonds pour appeler les investisseurs le plus tard possible. Ben là, on prend du risque de crédit, on fait du levier. Ça doit avoir une rémunération pour l'investisseur, sinon c'est du risque non rémunéré et ça produit un indicateur élevé mais tout à fait trompeur. Il y a d'autres métriques également, c'est au niveau des entreprises financées, comment a été créée la valeur, est-ce qu'elle a été créée par du levier financier. Donc par exemple dans des LBO, il y a des montages qui font appel à des leviers excessifs et la valeur, elle est créée uniquement parce que on a mis très très peu de cash sur la table pour financer un investissement et que derrière, on encaisse on finance cet investissement uniquement par les profits de l'entreprise. Donc nous, on va vraiment s'attacher à ce que les fonds créent de la valeur en investissant dans des entreprises qui vont avoir de la vraie croissance du chiffre d'affaires, croissance des effectifs. Voilà, donc c'est un point important. Et Adeline, côté BPI, comment est-ce que vous voyez ce débat ? Merci Alexis, bonjour à tous. Alors moi je ne crois pas du tout qu'il faut tuer le TRI ou que le TRI soit mort. Donc c'est bien qu'on ait un panel où tout le monde ne va pas forcément converger. Ensuite on pourra en reparler. Quel est le bon indicateur ou quels sont les bons indicateurs en termes de performance et notamment de performance financière. On peut bien sûr avoir ce débat, mais sur la question de l'intérêt de la performance financière dans le cadre du financement de la transition, ça reste essentiel. Claire l'a rappelé, 70 milliards d'euros par an d'investissement à mobiliser pour faire la transition, pour la décarbonation de notre économie. On ne peut pas le faire uniquement avec de la ressource publique, notamment dans un contexte de finances publiques qu'on connaît, uniquement avec de la subvention. C'est essentiel d'aller chercher des flux financiers, et il y en a, et de les mobiliser, de les rediriger vers le financement de cette transition. Si on ne peut pas faire la démonstration que ces investissements seront mobilisés au profit de la transition dans un contexte de performance financière, on a déjà perdu la partie. Il suffit déjà de beaucoup moins pour détourner des grands gestionnaires d'actifs, et on a vu les dernières annonces de BlackRock cette semaine, qui se désengagent massivement de l'investissement climatique. Donc c'est fondamental de pouvoir continuer à faire la démonstration que ces investissements seront faits avec de la performance financière. Ensuite, comment on la mesure, cette performance financière ? On l'a rappelé, le TRI, c'est utile parce que c'est en fait un dénominateur commun, ça permet de comparer des projets d'investissement. C'est évidemment pas le seul et pas forcément le plus adapté au temps long. Donc ça a été rappelé sur l'infrastructure, sur l'innovation. Chez BPI France, nous, on investit dans tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille, quel que soit leur besoin de financement, donc de la start-up en amorçage jusqu'à l'ETI qui est en croissance, en développement et qui existe parfois depuis plus de 100 ans. Donc c'est des horizons d'investissement qui sont différents, c'est des couples risque-rendement qui sont différents, et donc on a des attentes de performance qui sont très adaptées en fonction du couple risque-rendement qui est propre
à chacun de ces segments. On n'a pas les mêmes attentes quand on investit dans un fonds d'amorçage que quand on investit dans un fonds de capital développement transmission qui va accompagner des PME en croissance dans leur internationalisation, par exemple. Donc il y a différents indicateurs qui peuvent être pris. Et pour valoriser le temps long, puisqu'on l'a rappelé, dans une approche cash to cash, si j'investis 1 et que je ressors 3, que je le fasse en 3 ans ou en 12 ans, j'aurai évidemment pas le même TRI. L'effet temps va venir écraser mon TRI. Donc c'est sans doute pas le bon indicateur quand on veut tous s'aligner sur le temps long et sur tous les autres impacts en termes de création de valeur et pas uniquement de création de valeur financière que ce temps long peut avoir. Donc la question de l'investissement en multiple, de l'indicateur du multiple, de regarder combien je récupère à la fin par rapport à la mise de départ peut être un bon indicateur. Dans les fonds de capital risque dans lesquels BPI France investit, on a souvent une notion de multiple pour permettre de qualifier le seuil à partir duquel il va y avoir un partage de la création de valeur résiduelle entre les investisseurs qui ont accompagné le fonds et l'équipe de gestion, donc le fameux carried interest dont Vincent parlait tout à l'heure. Donc voilà, on est capable d'appréhender en fonction des particularités de chacun des segments et pour valoriser l'importance du temps long, différentes façons de marquer la performance financière, notamment avec l'utilisation du multiple, mais encore une fois, sans transiger avec la notion de performance financière. Merci beaucoup, Adeline. Alors, derrière ce débat, il y a aussi peut-être la question de savoir s'il existe toujours un arbitrage entre performance financière et extra-financière, et peut-être même aussi de savoir s'il faudrait, pour plus d'impact, que les attentes de rendement des investisseurs baissent. Mohamed, je me tourne vers toi. Est-ce qu'il existe cet arbitrage aujourd'hui ? Peut-être pour répondre à ta question, je vais juste refaire un tout petit peu d'histoire sur l'impact, puisqu'il y a 15-16 ans, on ne parlait pas d'impact investing. Je me souviens, on tentait de lever des fonds avec un fonds qui s'appelle Citizen Capital, qui est un des pionniers sur ces sujets-là en France il y a une quinzaine d'années. Et quand on allait voir des investisseurs, systématiquement, ce qu'on nous disait, c'est allez voir la fondation, allez voir le fonds philanthropique, parce que dans l'intellect même de l'investisseur à l'époque, rechercher de l'impact ou de la contribution positive au travers de l'investissement n'était pas forcément dans le prisme d'analyse. C'était vraiment, faut choisir. Vous n'êtes pas, effectivement, vous n'êtes pas nécessairement éligible aux attentes de TRI classique de l'investisseur. Puis progressivement, il y a une deuxième phase qui était celle de considérer que l'extra-financier, l'impact, l'ESG, si ce sont des notions différentes, pouvaient être aussi alignés avec la performance financière sur plusieurs aspects, à la fois en termes de mitigation des risques, donc diminution des risques parce que prise en compte d'externalités négatives, qu'elles soient environnementales, sociales ou autres, ce qu'on appelait des externalités négatives qui sont aujourd'hui la prise en compte des parties prenantes en fait, finalement. Ça c'était le premier aspect, donc on a vu arriver aussi prise de conscience d'investisseurs et d'actionnaires se disant qu'une entreprise qui prenait en compte ces aspects-là était une entreprise qui pouvait présenter moins de risques. Deuxième aspect, l'aspect positif vis-à-vis d'autres parties prenantes, les clients, les salariés. On a commencé à se dire effectivement que ça pouvait être des atouts assez forts et les investisseurs l'ont aussi compris. Et puis là, on est dans une phase un peu de maturité aussi, on rentre dans cette phase de maturité de l'impact où il y a une attente de plus en plus forte de mesures rationnelles de la performance extra-financière. Et moi, je crois que quand on sera en mesure, et on commence à l'être, à vraiment, et on a eu des exemples, Vincent citait des indicateurs concrets d'impact de terrain, quand on commence à les mesurer, quand on commence à démontrer les bénéfices sociaux, les bénéfices environnementaux de l'activité des entreprises, on commence à entendre de plus en plus un discours des actionnaires et des investisseurs considérant l'analyser, à le considérer dans leur prise de décision d'investissement. Et ça vient compléter la notion de TRI, à condition aujourd'hui qu'on rentre dans une phase un peu plus mature, un peu plus stricte de la mesure de cet impact. On a beaucoup parlé d'impact. Pour ne pas tomber dans l'impact washing, nous, investisseurs à impact, on se doit aussi d'être au niveau sur cette mesure-là. Peut-être à tous, est-ce que les rendements vont baisser ? Est-ce qu'il y a un arbitrage entre les deux, en tout cas ? Alors moi, j'y crois pas trop au fait que les rendements vont baisser et que les attentes de TRI vont baisser. Alors évidemment, on a eu différentes... Si on regarde les 30 dernières années, en fonction des taux d'intérêt, on a eu des attentes de rendement un peu différents, et c'est toujours le cas. En revanche, dans le capital investissement, on est quand même une classe d'actifs
parmi d'autres classes d'actifs, comme Salwa le disait, et on est arbitré aussi parmi d'autres classes d'actifs. Et donc, je ne vois pas comment le TRI ne resterait pas encore une mesure et pourquoi on accepterait que ces rendements baissent. En revanche, il nous faut déjà travailler et accompagner énormément les entreprises parce que cette décarbonation, elle a un coût. Et le private equity aujourd'hui, c'est pas le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est pas le travail qu'on faisait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, et c'est vrai, je pense que ça aurait été intéressant de mesurer la création de valeur. On investissait dans une entreprise, quand on faisait du LBO, on mettait un peu de dette, il se passait pas grand-chose, et puis 4 ans plus tard, on avait fait notre TRI et notre multiple. Ça, c'est fini, mais fini depuis des années déjà, et encore plus maintenant, parce qu'on doit faire face à des dirigeants qui sont confrontés à des multicrises. Depuis quelques années, on demande de faire de la croissance, mais cette croissance doit être durable, donc on doit transformer les outils de production, accompagner les entreprises, accompagner les entrepreneurs sur les sujets de digitalisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup c'est le sujet d'aujourd'hui, d'impact et d'environnement. Le sujet de l'IA, qui est un sujet très récent, il n'y a pas une seule de nos entreprises pour qui ça ne devient pas une priorité. Et tous ces sujets-là, c'est des sujets d'accélération pour justement, pour lesquels il va falloir accompagner ces entreprises, continuer à les faire grandir, mais attention, et là je pense que c'est une conviction partagée par tous, une entreprise n'aura plus d'avenir si elle ne fait pas de la croissance durable. Donc si elle n'est pas pérenne, si elle n'est pas capable de répondre aux attentes de ses salariés et évidemment à son impact sur le climat. Donc, et on mesurera la croissance ne viendra que si elle est pérenne et donc que si elle est durable. Et ce que je disais, je maintiens mon propos, on le retrouvera dans le TRI. En revanche, je pense que ce qui va beaucoup progresser dans les années à venir, c'est la mesurabilité de la création de valeur. Salwa disait, on ne sait pas trop comment aujourd'hui, est-ce que la valeur, notamment dans les opérations de LBO, est créée par l'effet de levier? Est-ce qu'elle est créée par la croissance? Tout ça, ça peut parfois être un peu opaque, ou en tout cas, c'est pas mesuré d'un fonds à un autre de la même façon. Je pense, et j'en entends parler, donc c'est plus qu'une conviction, qu'il y a des outils qui sont en train de se créer, qui vont permettre de mesurer d'où vient la création de valeur d'une entreprise. Et ça permettra ainsi, et ça rajoutera un outil pour nos investisseurs, de comparer d'un fonds à une autre comment s'est fait cette création de valeur. Est-ce qu'elle s'est vraiment fait sur de la croissance de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires durable ou pas? Tous ces outils-là vont arriver dans les années à venir. Donc ça veut dire plus de travail d'accompagnement des entreprises et la mesurabilité de comment est créée la valeur dans les entreprises. Salwa, vous voulez réagir? Pardon. C'est très important et surtout pour des investisseurs comme nous. Alors l'année dernière, on s'est doté, on a formalisé surtout une raison d'être qui en fait est le reflet de ce qu'on fait depuis notre création en 2003, qui est d'investir pour créer de la valeur durable au service des enjeux publics de demain. Donc il y a investir, il y a valeur durable et il y a au service des enjeux. Et ces enjeux nous concernant, public, on est quand même en un lieu très très domestique et on va chercher effectivement à financer un certain nombre de véhicules, en particulier sur l'économie française, en étant extrêmement attentif à tous ces sujets justement de développement territorial, de création d'emplois, de croissance des entreprises. On va également essayer de porter nos investissements sur des secteurs qui sont traditionnellement plutôt délaissés finalement par les investisseurs, à savoir le capital développement, parce qu'on est entre de l'innovation ou du VC et du LBO. Donc c'est vrai que là, les rendements sont un petit peu moins importants et il y a un gros trou de financement. Il y a un trou de financement au niveau français. Donc nous, c'est quelque chose sur lequel on a essayé de se porter. On essaie également d'être sur des enjeux de transition, donc économique et énergétique, et également sur des enjeux de transition technologique, comme tu le signalais. Donc et tout ça pose la question de, effectivement, est-ce qu'on abandonne du rendement pour ça?
Et je vais un peu mitiger peut-être l'approche que j'ai eue tout à l'heure, qui était très très financière. C'est que oui, il y a du rendement financier, mais il y a du rendement extra-financier quand on répond par nos investissements à ces enjeux. Maintenant, est-ce que c'est du rendement négatif ou du rendement positif? C'est un grand débat. Il y a quelques années, on aurait dit que c'était que du rendement négatif. Maintenant, on a une vision un peu peut-être moins caricaturale de ce facteur ESG ou de ce facteur impact. Il y a un domaine sur lequel on a pu mesurer le rendement que les investisseurs étaient prêts à abandonner pour aller sur des investissements qui sont plus durables, c'est sur les green bonds. Alors, c'est des investissements cotés, mais on peut voir que pour un même émetteur, un green bond va pouvoir avoir un taux d'emprunt qui est un peu plus bas qu'une émission classique du même émetteur, et c'est de l'ordre de 5 BP. Donc c'est pas énorme, mais ça montre qu'il y a une acceptation des investisseurs pour des rendements un peu plus faibles, mais c'est pas 1% de moins. Donc ça veut dire que l'acceptabilité déjà elle est limitée, mais elle est réelle. Dans les faits, est-ce que les investissements avec des impacts ou avec des prises en compte des facteurs ESG de façon très prégnante délivrent des rendements qui sont inférieurs? Moi, je peux m'appuyer uniquement sur notre expérience pour dire que non, ce n'est pas le cas. Et je dirais même que tout ce qui concerne la transition écologique en particulier, énergétique, et en particulier dans les infrastructures, font partie aujourd'hui des projets financés qui ont les rentabilités les plus importantes. Parce qu'il y a un vrai besoin de développement et il y a une demande derrière. Et donc, ce n'est pas un abandon de rendement. Vincent, il faut baisser les attentes de TRI. Là, je vais faire réagir Adeline après qui nous dira ce qu'elle en pense. Mais Moi, je vous avoue, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression de vivre dans le même monde. Là, on est en train de parler de changement à la marge. Est-ce qu'on va accepter une petite baisse de TRI? Je ne sais pas si vous lisez les infos comme moi, mais on n'a jamais eu un mois d'août aussi chaud dans le monde. On n'a jamais eu une année 2023 aussi chaude dans le monde. On a l'impression là qu'on peut continuer en faisant des petits changements à la marge, business as usual. Je pense que vous connaissez tous. Je pense que vous connaissez tous cette, je crois, citation de Henri de Castres, l'ancien CEO d'AXA, qui disait il y a déjà 10-15 ans, un monde à plus 3 degrés, c'est pas assurable. Plus 4. Déjà aujourd'hui, vous le savez. Il y a plein de communes qui n'ont plus d'eau depuis 3-4 ans. Il y a plein de communes qui sont plus assurables, c'est-à-dire c'est les collectivités locales qui doivent les assurer parce que les compagnies d'assurance ne veulent plus les assurer. Donc je pense qu'il faut juste... tout à l'heure, mon propos était un peu provocateur sur le TRI, mais c'est qu'il faut vraiment qu'on change de lunettes, qu'on change de paradigme. Et alors, abandonner le TRI, c'est pas... Attention de ne pas confondre TRI. Le TRI, c'est juste un indicateur qui lie la performance financière et le temps. Je n'ai pas dit qu'il fallait abandonner les indicateurs de performance financière, mais pas le TRI. Il faut à la fois garder des indicateurs de performance financière, parce que c'est le reflet de l'efficacité, de la durabilité, de l'ambition des projets. On a besoin de projets qui soient à la hauteur des enjeux. Il faut qu'on arrive à provoquer des changements systémiques. Mais la solution, pour moi, c'est de multiplier, c'est de faire du « et ». Ça veut dire et de la performance financière, et de la performance environnementale, et de la performance sociale. Et il ne faut pas faire du plus, parce que quand vous faites du plus, vous pouvez avoir un résultat qui est à peu près correct à la fin. Il faut faire du multiplier. C'est ça le « et », c'est du multiplier. Du coup, si vous êtes nul en performance économique, en effet, ça fait 0. Et le projet... Alors c'est peut-être de la philanthropie, c'est peut-être un projet associatif et c'est super, mais en tout cas, ce n'est pas une entreprise à impact. Il faut aujourd'hui multiplier et je pense que là on parle d'investissement, je parle plus personnellement d'investissement à impact parce que c'est notre métier chez Investir Plus, mais encore une fois, investir dans n'importe quelle compagnie sans prendre en compte ces 3 dimensions, pour moi c'est complètement illusoire et c'est 20e siècle.
Merci En fait, Vincent. je pense Pardon, je l'ai fait. qu'on ne dit pas des choses très différentes finalement quand on dit qu'on n'est pas dans cette logique d'arbitrage, mais au contraire de convergence accrue. Ou sinon, si on cloisonne, alors effectivement, comme tu le dis, il y aura d'un côté la philanthropie et qui a voilà, tout son intérêt, mais probablement avec des volumes qui sont limités. Et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a un enjeu de volume, il y a un enjeu de mobilisation de volume d'investissement. Donc, ça se fait aussi avec le levier de performance financière conjugué à d'autres leviers de performance environnementale et climatique notamment. Donc, nous, ce qu'on encourage en tout cas côté BPI France, puisque je la représente aujourd'hui, c'est le fait d'aller vers de l'investissement à impact, fait historiquement par des pionniers comme Citizen que tu citais, Mohamed, dans une logique de concilier, de mettre sur le même plan la performance financière et extra-financière. C'était un peu les premiers à le faire il y a plus de 15 ans en France, en indexant les carried interest au moins pour la moitié sur des critères extra-financiers. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en fait, cette démarche, elle est en train de vraiment infuser dans le reste du capital investissement. Alors, pas forcément jusqu'à la moitié, pas forcément jusqu'à ce que tout le monde dise « je mets vraiment tout exactement au même plan », mais on a vraiment de plus en plus de logique d'accès à la plus-value qui se fait aussi sur des critères extra-financiers. Et ça, c'est finalement le meilleur marqueur pour aligner les intérêts et faire converger ces différents enjeux de performance financière et de performance environnementale et climatique. Claire, Vincent disait qu'il faut changer complètement de mindset tout en restant des investisseurs exigeants. Qu'est-ce que tu vois, toi, sur le terrain ? Les choses changent ? Alors, moi, je crois qu'on a complètement changé. Et c'est ça la bonne nouvelle. J'ai été impliquée en tant que chez France Invest, qui est l'association du capital investissement pendant 5 ans. J'ai commencé ce mandat en 2018 et j'ai terminé en 2023. Entre 2018 et 2021, bien sûr, on parlait ESG. On commençait à travailler sur des reportings et c'était en réalité, si on se le dit entre nous, c'était un peu un sujet tick the box. C'était un truc à côté. Tout le monde commençait à regarder l'ESG et voilà, on remplissait des reportings. À la fin, dans les conseils d'administration des entreprises qu'on accompagnait, qui sont majoritairement des PME et des ETI, on commençait, parce que c'est les financiers qui ont commencé à parler de ces sujets-là, on commençait à en parler aux dirigeants et les dirigeants nous disaient « on en parlera au déjeuner de Noël ». C'était ça la réalité dans les PME et les ETI, jusqu'en 2021. Et en 2021, je reviens dessus, on a eu le Green Deal. Donc ça arrive par la finance durable. Et là, c'est un coût massif sur les investisseurs financiers. Personne n'était prêt. Et c'était il y a 3 ans. Personne n'était prêt. Tout le monde était très en retard. On a accéléré de façon incroyable en 3 ans. Donc ça me donne beaucoup d'optimisme pour ce qui reste à faire. Parce que bien sûr, on est au milieu du chemin. Mais ce qui s'est passé en 3 ans, chez nous, les investisseurs financiers, notre façon de regarder les entreprises, les nouveaux filtres qu'on a mis, on a changé notre paire de lunettes. Donc on ne regarde plus les entreprises de la même façon. Évidemment, est-ce que l'entreprise, le critère dans mes critères d'investissement, est-ce que l'entreprise que je regarde, par son positionnement, par son business model, par la façon dont elle appréhende ses enjeux extra-financiers ou pas, est-ce qu'elle sera encore là dans 10 ans, ce qui était dit dans la table ronde précédente, par rapport aux risques qui l'entourent, de son environnement, par rapport à la double matérialité, est-ce qu'elle sera toujours là ? On se pose toutes ces questions. On ne se les posait absolument pas de cette façon-là. Donc ça a complètement changé notre façon de regarder. On en parle à tous les conseils d'administration. Je n'ai pas un seul conseil d'administration où on ne passe pas au moins 25 à 30% du temps avec les patrons et patronnes des entreprises à parler de ce sujet-là. C'est plus un sujet de board de fin d'année. On est en train de transformer les business models des entreprises qu'on accompagne. Je vais vous donner un exemple très concret. On a dans notre portefeuille une entreprise industrielle qui s'appelle Chéreau qui fait des remorques à température dirigée. Donc c'est du transport. Alors ça transporte les aliments puisque ça a besoin de garder le réfrigéré, justement le frais. Donc c'est très carboné évidemment. Eh bien, on a une feuille de route qui est sur plus d'une dizaine d'années où on est en train de transformer l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire d'où viennent ces sources d'énergie sur son site de production industrielle, comment on va transformer notre outil de production,
On investit massivement dans la R&D parce qu'on sait qu'il faut qu'on ait des véhicules qui soient moins consommateurs de carburant pour le moment, parce qu'on n'a pas la solution pour passer toutes les flottes électriques. Bref, l'entreprise s'est complètement câblée sur ces sujets-là, avec un plan de route, une feuille de route qui est prête pour les 10 prochaines années, qui est revue en permanence. Donc, et là, on est en train de se poser la question, mais une fois qu'on a vendu notre véhicule, il n'est plus chez nous, ok, qu'est-ce qui va devenir dans 12 ans? Parce que la durée de vie d'un véhicule, c'est 12 ans. Il y a 10 ans, tout le monde s'en fichait de savoir ce que ce véhicule allait devenir dans 12 ans. Est-ce qu'il allait partir au fin fond de l'Afrique? Qu'est-ce qu'il allait devenir? Aujourd'hui, cette entreprise française se pose la question de qu'est-ce que va devenir ce véhicule et comment je vais m'assurer qu'il n'aura pas d'impact carbone en fin de vie et après sa fin de vie. Donc tous ces sujets-là, j'essaie d'être concrète pour montrer à quel point les entreprises sont en train de changer leur modèle. Et nous, forcément, on les accompagne. Puis bon, on est aussi pragmatique. Hein. Quand on regarde une entreprise, on regarde forcément à un horizon de 10 ans. Si on investit dans une entreprise, on va la revendre dans 5 à 7 ans. Donc l'acheteur, dans 5 à 7 ans, lui-même regardera 5 à 7 ans plus tard. Donc aujourd'hui, les questions qu'on se pose dans notre filtre, c'est comment sera l'entreprise dans 12 ans, dans ce monde complexe et évidemment avec les enjeux environnementaux qu'on connaît. Donc voilà, je crois que les choses ont changé. Mohamed, tu veux réagir? Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a d'autres outils que le TRI qui existent qu'on pourrait aussi utiliser pour pousser cette transformation? Ça me parle beaucoup. Moi, ce qui résonne, en fait, moi, je pense beaucoup à Entreprise à mission. Voilà, on a beaucoup participé à cette réflexion-là aussi il y a quelques années. J'ai entendu en conclusion tout à l'heure par Nicolas de Ring, effectivement, que c'était aussi un des outils pour aller au-delà du TRI. Alors la question qui se pose, c'est quelle est la raison d'être de la société qu'on accompagne. Donc on commence par ça, nous, se poser la question de la raison d'être, et nécessairement se poser la question de l'ensemble des parties prenantes, pas que l'actionnaire. Ça, c'est l'essentiel. Et à partir de là, on définit des indicateurs. Et donc, dès lors qu'on a défini une raison d'être qui comprend des objectifs sociaux, environnementaux, mais qui comprend également la manière dont on va opérer notre activité, donc l'aspect ESG, nécessairement doit être complet dans les indicateurs qu'on va piloter aux côtés des entreprises. Et donc, j'en citais quelques-uns. Nous, on a des business plans extra-financiers, donc qui comprennent des indicateurs de terrain. Vincent parlait de l'IFES sur les défibrillateurs, mais on pourrait typiquement mesurer, nous, dans nos reportings mensuels, le nombre de défibrillateurs qui sont installés sur le terrain. Pareil sur les sociétés de formation qui vont participer à la réinsertion professionnelle. On suit de près les indicateurs de terrain et concrets, et donc on les intègre à nos reportings, ce qu'on appelle reporting intégré. On parle de plus en plus de triple bottom line, people, profit, planet, et l'aspect profit finalement est une résultante, voire une nécessité pour l'entreprise, puisque on parle d'entreprise qui est en but lucratif malgré tout, donc qui doivent trouver des modèles économiques. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il faut oublier le pilotage financier, mais on vient compléter tous les outils traditionnels, on vient y mettre la même exigence que ce qu'on mettait sur le pilotage financier, sur des aspects extra-financiers. Donc ça, c'est l'aspect indicateur. Il faut parler quand même gouvernance. Une fois qu'on a parlé de la raison d'être, on a parlé des indicateurs. Nous, on s'attache beaucoup à l'alignement d'intérêts. On a parlé de l'alignement des rémunérations sur des indicateurs extra-financiers. Moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au fait que l'actionnaire, comme les dirigeants, comme les salariés, puissent être jugés aussi sur l'impact de leur activité, l'impact de leur travail, et qu'on puisse mesurer et rémunérer en fonction de ces indicateurs extra-financiers, les dirigeants, les actionnaires. C'est de plus en plus le cas. Aline parlait tout à l'heure des carry interest qui sont indexés sur les performances extra-financières. Moi, je pousse pour qu'effectivement ce soit généralisé à l'ensemble de l'industrie et que les investisseurs que nous sommes dans le capital investissement, à savoir avec un objectif de financer l'économie réelle au plus proche des entreprises, on soit jugé également sur ces critères extra-financiers et rémunéré en fonction. Merci beaucoup. Je vous propose, le temps file, on va voir maintenant s'il y a des facteurs qui sont susceptibles de faire bouger les lignes ou alors des modèles de financement un peu différents qui pourraient nous aider à avoir des approches différentes. Je vais me tourner vers Vincent. Alors, on a beaucoup parlé de l'impact de l'aspect temps sur le calcul du TRI et de ce que ça implique en termes d'investissement et même de philosophie d'investisseur. Comment vous voulez réagir, vous qui gérez une structure Evergreen? Evergreen qu'il faut peut-être définir pour tout le monde d'ailleurs. Oui, alors une structure Evergreen, c'est par opposition par rapport aux fonds. Vous savez, sur les fonds classiques, et attention, j'ai d'éminents expertes et experts autour de moi, donc je parle sous votre contrôle, mais généralement, vous avez une période d'investissement
de 4 ans, vous avez une période de sortie de 4 ans et éventuellement 2 ans de plus. C'est le schéma assez classique. Ça veut dire que typiquement, si vous êtes un entrepreneur et qu'un fonds investit chez vous en dernière année d'investissement, normalement, il doit sortir dans les 4 ans ou plus 2 ans qui suivent. Ça, il existe des modèles plus longs, mais c'est le modèle de base. Une société evergreen, c'est une société où on n'a pas cette limite de temps qui est imposée de renvoyer l'argent vers nos investisseurs. Alors bien sûr, nos investisseurs, et notamment, je pense aux retraités, que ce soit en France ou dans d'autres pays avec des modèles par capitalisation, vous avez besoin de liquidité, vous avez besoin de récupérer cet argent. Donc dans les modèles evergreen, on a quand même des clauses de rendez-vous avec nos entrepreneurs. Mais encore une fois, ce n'est pas nous qui leur imposons notre temps de financier. On essaye de s'adapter à leur temps d'entrepreneur. C'est ça qui est important. C'est tellement complexe de développer une entreprise à impact. Nous, on est beaucoup sur des entreprises qui essayent de provoquer des changements systémiques. On est par exemple dans une entreprise qui s'appelle Deuxième Avis, où donc quand les patients sont diagnostiqués d'une pathologie lourde, un premier diagnostic, soit vous habitez à Paris, vous êtes bien connecté, vous pouvez vite voir un spécialiste. Quand vous êtes en province, à mobilité réduite, c'est beaucoup plus complexe. Nous, on a un service qui est digitalisé, sécurisé, qui permet à ces personnes-là d'avoir un deuxième avis en 7 jours par un spécialiste qui va confirmer ou infirmer le diagnostic et le protocole qui vous est donné. Et ça prend du temps. Pourquoi ? Parce que la télémédecine, heureusement, il y a eu le Covid, je suis désolé de dire ça comme ça, mais ça a quand même basculé, accéléré le changement de mindset sur la télémédecine, mais déjà les médecins étaient hyper contre. Et en plus, en France, on a la chance d'avoir la sécurité sociale, ce qui est une chance extraordinaire. Mais du coup, les patients ont l'impression un peu de trahir leur médecin quand ils vont demander un deuxième avis. Or, c'est bon pour le patient. On a beaucoup de pathologies, y compris en oncologie, on a jusqu'à 15 à 20% d'infirmation des diagnostics, vous imaginez ? Donc c'est bon pour les patients, c'est même bon pour les médecins parce que ça les protège, et c'est bon pour la sécurité sociale parce que ça lui fait faire des économies sur traitement induit. Mais tout ça prend énormément de temps. Et en même temps, il y a une urgence. Donc c'est gérer cet équilibre-là. Donc nous, ce qu'on fait Evergreen, c'est que on investit généralement, donc on reste à minima 7 ans. Il y a pas mal d'entreprises, ça fait 10 ans, 11 ans qu'on est. Mais en revanche, on met de l'argent pour 2 ans. Parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a une urgence aussi. Et donc c'est important d'avoir des points de passage. C'est pas je mets de l'argent pour 5 ans et puis je viens vous revoir, comme l'exemple de LBO que tu donnais tout à l'heure, et je viens de revoir ce qui se passe. Non, on met de l'argent pour 2 ans. On a une mission, on a un sommet à atteindre. Mais les 2 ans, on va voir les points d'étape. Et on va être hyper exigeant. Et on a la capacité de remettre, de faire venir. On fait beaucoup de co-investissements parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs pour aider une entreprise. Mais on fait ces points de passage. Donc, c'est pas parce que le TRI est un bon indicateur qu'il faut du coup faire n'importe quoi. Non, il faut être hyper exigeant, hyper timé parce que les enjeux sont énormes. Claire, Adeline, qu'est-ce qui peut faire bouger les lignes ? Quels sont les éléments un peu critiques pour vous ? Bon, moi, je crois qu'il y a déjà, tout le monde en a parlé, je vais renfoncer le clou là-dessus, sur les choses qu'on peut faire qui sont très pragmatiques. Pascal Canfin a parlé tout à l'heure, c'est les sujets de rémunération. On a parlé du carré d'interest et de l'alignement, effectivement, de la rémunération, de la surperformance pour les investisseurs sur la surperformance ESG. Donc ça, c'est évidemment très important. Et puis des variables aussi, tout simplement. Des variables pour les équipes dirigeantes, pour nous aussi les investisseurs. Et ça marche très, 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 très bien. Dès qu'on commence à faire ça dans une entreprise, tout le monde commence à se sentir concerné. Donc je crois que c'est des outils très pragmatiques, faciles à mettre en place, et ça devrait être systématisé. Ça, j'en suis convaincue. Après, on a parlé beaucoup de la mesure. La mesure, et ça c'est une préoccupation de nous tous, c'est-à-dire comment on mesure tous les efforts que ces entreprises sont en train de faire sur les sujets extra-financiers, comment ils créent la valeur. Depuis le début de mon propos, depuis que je vous parle, dans cette table ronde, j'essaie d'exprimer le fait que je pense que cet extra-financier est en train de rentrer dans la création de valeur. Et c'est plus quelque chose qui sera à côté, mais c'est quelque chose qui sera complètement intrinsèque dans les modèles des entreprises. Néanmoins, aujourd'hui, on collecte tous beaucoup de data.
On a chaque année, avec la réglementation, on collecte des tonnes de data sur le S et le G. Et je pense que cette data est encore très mal exploitée par les investisseurs, les GP, mal exploitée par nos investisseurs aussi. À la fois sur ce qu'on en apprend, comment on l'utilise, comment elle nous permet de comparer aussi tel fonds à tel autre fonds, telle entreprise à telle autre entreprise. Et je crois que ces gigadata, l'IA va beaucoup nous aider là-dessus. Donc ça reste devant nous. C'est pour ça qu'on est évidemment loin d'être arrivé sur cette route, mais ces outils, me semble-t-il, vont se développer et vont nous aider à probablement mieux appréhender cette création de valeur. Adeline, l'alignement d'intérêt, c'est un facteur puissant. Oui, bien sûr. On a, nous, depuis un certain nombre d'années, commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Quand on investit dans un fonds, on demande à la société de gestion de s'engager à mettre l'ensemble des participations sur une trajectoire bas carbone qui est bien définie, d'aligner une partie du carry d'interest dessus et d'aligner aussi ce qu'on appelle les management packages, donc la rémunération, l'incentive pour le dirigeant de l'entreprise aussi sur des critères en lien avec la diminution de l'intensité carbone de l'entreprise. Donc effectivement, c'est vraiment sur toute la chaîne investisseurs, société de gestion, entreprise, que ça peut se faire. Plus globalement, il y a un autre très bel outil et qui a été beaucoup promu par France Invest, qui est la question du partage de la valeur. Et ça nous ramène à la question de dire finalement, parce qu'on a beaucoup parlé d'arbitrage, de deux mondes cloisonnés, mais il faut aussi pouvoir faire la démonstration, et ça moi j'y crois beaucoup, que le fait de transformer une entreprise sur un modèle à impact ou de décarboner une entreprise, de faire la transition bas carbone, c'est un levier additionnel de création de valeur et de création de valeur financière, et pas uniquement parce qu'on va faire des économies sur les ressources en énergie, mais parce qu'on va d'abord éviter un coût qui sera hyper punitif et hyper dans la sanction si cette entreprise n'a pas fait sa transition dans 5 à 7 ans. Je pense que Claire, quand tu dis on réfléchit à comment on va la revendre dans 5 à 7 ans, mais on ne pourra plus revendre dans 5 à 7 ans une entreprise dont on n'aura pas préparé à accompagner la transition carbone-énergie. Donc, il faut pouvoir faire cette démonstration. Et là, peut-être qu'on manque encore un peu de littérature, de recul là-dessus sur des grands nombres. Faire la démonstration de la création de valeur induite par la transformation des modèles économiques et par la transition bas carbone des entreprises, et aligner effectivement les intérêts sur cet aspect-là, sur toute la chaîne de valeur du financement, de l'investisseur tout en haut, jusqu'aux dirigeants et bien sûr aussi les salariés qui sont les premiers contributeurs de cette transition. Après, la question est de voir aussi s'il y a d'autres facteurs. Alors, Mohamed évoquait tout à l'heure les entreprises à mission, le rôle de la gouvernance plus largement. Mohamed, Salwa, est-ce que la réglementation, par exemple, peut être aussi un facteur qui peut faire bouger les lignes? Je ne sais pas si vous voulez réagir l'un ou l'autre. Peut-être dire deux mots sur tout ce qui est le reporting en fait, oui, et les indicateurs, parce que ce que disait Claire, c'est intéressant de dire aujourd'hui ils peuvent plus investir dans une entreprise qu'on n'accompagnerait pas, qui ferait pas des efforts, qui serait pas aligné aussi sur la transition qu'on souhaite mettre en œuvre, mais aussi les aspects sociaux dont on n'a pas parlé, mais de gouvernance, de gestion des talents dans les entreprises. Et ça, c'est pas un mouvement qui est complètement spontané non plus, mais je pense qu'il faut mettre en avant le rôle des investisseurs qui sont demandeurs. Alors la France, sur ce plan-là, elle est quand même assez en avance. On fait partie notamment souvent de coalitions d'investisseurs qui eux-mêmes sont très engagés pour faire avancer ces sujets. Et donc, on est en attente de données, de reporting. Donc, on a beaucoup de travail qui a été fait sur les rapports développement durable, les fameux articles 29, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. Et avoir un certain nombre d'indicateurs qui soient un petit peu, on va dire, universels, hein. Pas forcément standardisés, mais universels. C'est-à-dire que
toutes les sociétés de gestion, enfin donc les GP, les sociétés de gestion de mon côté, rapportent sur ces mêmes indicateurs. Il y a cet enjeu de transparence, et quand on commence à regarder des indicateurs, ça parle d'eux-mêmes. Si je peux faire un parallèle, par exemple, avec les diagnostics performance énergétique dans l'immobilier, maintenant, quand vous regardez un investissement immobilier, quand on voit que c'est un investissement qui est G ou qui est F, ça fait réfléchir par rapport à des investissements qui sont beaucoup plus performants, ou en tout cas beaucoup plus efficients. Et je dirais pas que ça fait peut-être pas tout de suite changer le marché, mais au moins ça apporte un élément qu'on n'avait pas. Et ça, c'est très important. Et là-dessus, effectivement, on a besoin, à mon sens, de normes et d'universalité des indicateurs qui sont publiés, pour qu'on puisse effectivement interagir et questionner et demander d'aller plus loin. Voilà. Mohamed Moi, la réflexion que j'ai effectivement sur le rôle de la réglementation du législateur au sens large, c'est qu'il peut aider à internaliser des externalités qui sont aujourd'hui positives, qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans le bilan des sociétés à impact, des entreprises à impact, qu'on ne retrouve pas dans leur compte de résultats. Prendre des exemples effectivement de sociétés qui sont vertueuses sur le plan environnemental. Aujourd'hui, mis à part effectivement qu'elles ont anticipé des risques réglementaires à venir, concrètement, il y a des incitations à les chercher. En tout cas, on peut réfléchir à ça. Sur les aspects sociaux, de la même manière. Ça, c'est sur l'aspect réglementaire. Et puis, on a de plus en plus de clients aujourd'hui qui se tournent vers des produits ou des services qui répondent aux vrais enjeux. Et donc, c'est en ça que j'ai bon espoir qu'on réussisse à internaliser ce qui est aujourd'hui de l'extra-financier, qu'on réussisse à l'internaliser aussi dans le modèle économique des sociétés à impact. En tout cas, c'est comme ça que je vois la suite. Et pour converger entre la performance financière et la performance extra-financière. Bon, il nous reste 3 minutes. Je crois qu'on a eu le débat. Maintenant, c'est l'heure du verdict. Est-ce que le TRI a toujours du sens? Alors, je vais peut-être vous laisser un mot de conclusion rapide, chacun, si vous voulez nous dire finalement votre point de vue final là-dessus, et puis peut-être un mot de perspective sur comment vous voyez l'avenir. Je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Bon, allez, j'y vais. Il y a on avait mené chez France Invest, avec Alexis d'ailleurs, une journée de réflexion où on avait regroupé une bonne trentaine de personnes qui étaient un tiers d'investisseurs, un tiers d'entrepreneurs et un tiers de personnalités qui avaient des compétences sur les sujets soit de ressources humaines, soit sur les sujets climat. Donc des profils très différents. Dans les investisseurs, on avait des investisseurs d'impact, des investisseurs de venture, de LBO. Chez les entrepreneurs, même chose, des patrons et patronnes de start-up PME TI. Et donc un panel vraiment très, très différent. Et on leur avait demandé de réfléchir pendant toute cette journée comment sera le capital investissement en 2042. Donc c'était en 2022, donc on essayait de se projeter à horizon 20 ans. Et il était sorti de cette journée de réflexion. Je vais vous partager la conclusion parce elle avait été très riche, très débattue, très riche, mais il y avait quand même eu un consensus sur le fait que nos investisseurs, donc là je me positionne au niveau des LP, nos investisseurs, dans 20 ans, continueraient à mesurer la performance de nos fonds. Ça, c'était une certitude. En revanche, cette performance ne serait plus le TRI, mais ça serait une combinaison de 3 éléments, la performance financière, l'environnement et le bonheur. Et alors, je dis bien le mot qui était ressorti de cette journée, parce que c'était le consensus, c'était le bonheur. Voilà. Donc, je m'arrêterai là-dessus, mais c'était assez intéressant. Voilà. Donc, ça serait ces 3 éléments que nos investisseurs nous demanderont et sur lesquels ils nous compareront dans 20 ans. Adeline, le bonheur en 2042. Pardon, Vincent. Alors, le bonheur, je n'ai pas encore le bon KPI. Mais ça viendra. Ça m'intéresse. Non, mais c'est intéressant. Puis de toute façon, toujours intéressant de faire cet exercice de projection. Peut-être à plus court terme, nous, le gros enjeu qu'on voit dans l'évolution du capital investissement dans les prochaines années, c'est l'ouverture de cette classe d'actifs aux particuliers. Et chez BPI France, on a beaucoup œuvré pour ça, pour que tout un chacun ici, si ça vous intéresse, de mettre un peu d'argent en sachant que cet argent il va être investi dans des entreprises non cotées, dans des PME, des ETI, des start-up françaises, européennes. Donc voilà, un investissement
de proximité et l'accompagnement de l'économie réelle. C'est un mouvement qui est en train de se faire. Jusqu'ici, la classe d'actifs était peu ouverte aux épargnants personnes physiques, en tout cas pas à des niveaux d'investissement inférieurs à des tickets très importants. Donc c'était peu accessible. On a beaucoup œuvré et la réglementation a évolué aussi pour que ça le soit plus. Et ça va emporter des exigences de transparence, d'impact, de qualité environnementale et climatique des investissements, mais aussi de performance. Donc je pense que ça va être un facteur de plus qui va vraiment nous obliger à concilier les deux sujets qui nous ont animés pendant ce débat. Je vois le chronomètre qui clignote, peut-être Vincent, un mot Oui, très très rapide. Très rapidement, l'enjeu c'est quoi? L'enjeu finalement c'est qu'il y ait un maximum d'argent qui arrive vers les entreprises les plus vertueuses pour qu'elles se développent. Je ne crois pas personnellement que pour que cet argent arrive, de dire on va prendre le TRI de 5 à 3, ça va être très attractif pour les investisseurs. Donc je pense qu'il faut encore une fois changer fortement de paradigme, de concept, et arriver exactement à ce que vous disiez, c'est-à-dire faire cette combinaison et du financier, et de l'environnemental, et du social, et il faut rendre l'environnemental, le social aussi exigeant, aussi clair, aussi précis, le qualifier, le quantifier de manière aussi précise pour qu'il soit aussi attractif, aussi vendable aux investisseurs que le financier. C'est ça l'enjeu pour moi. Salwa, Mohamed, en un mot. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut que le TRI se réinvente aussi et qu'il soit surtout complété, puisque la question c'est est-ce qu'il a de la valeur. Cet extra-financier a une valeur qu'on n'est pas aujourd'hui capable de mesurer, mais quantitativement, mais qualitativement, elle est appréciable. Et on considère que c'est de la valeur et non pas de la destruction de valeur. Et donc elle doit être ajoutée au rendement financier. Et je dirais que il faut continuer en fait de pousser pour que ces indicateurs soient mis en place avec un rôle très important des investisseurs, que dans des comités notamment. Je dirais quand on fait du private equity ou du non-coté, on est beaucoup plus proche des entreprises que quand on investit dans des fonds cotés où il y a des centaines de titres. Et là, on a une responsabilité en tant qu'investisseur qui est plus importante. Donc on doit être présent et accompagner cette réalisation de performances extra-financières. Mohamed, un mot. Sans redite, en un mot. Peut-être pour les investisseurs dans quelques années, effectivement, choisir son investissement uniquement sur la base du TRI, je pense que ce sera aussi dépassé, voire has-been, que de choisir aujourd'hui son moyen de locomotion, ou son alimentation uniquement sur le prix. Pour faire le parallèle, effectivement, je pense qu'on va avancer dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci à tous, on peut vous applaudir et la conférence continue.